Aujourd'hui, on accueille Gilbert Labelle, qui est professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal. Alors, je voulais dire quelques mots sur Gilbert. Gilbert a enseigné les mathématiques pendant, je dirais, à peu près 40 ans à l'Université du Québec à Montréal. Donc, il a formé des dizaines d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Il a marqué, en fait, l'histoire de l'enseignement des mathématiques au Québec. Et c'est possible que même parmi les gens dans l'assistance, il y a des, peut-être pas des étudiants directs, mais des petits-fils scientifiques de Gilbert qui soient présents ici. Et donc, Gilbert a aussi participé à une multitude d'événements scientifiques. C'est allé des écoles secondaires jusqu'aux grands congrès internationaux. Gilbert aime beaucoup donner des conférences dans tous les milieux. Et il a beaucoup donné dans cette direction-là. Il continue à le faire aujourd'hui encore, plusieurs années après sa retraite. Aujourd'hui, Gilbert est à la retraite, mais il continue à donner des conférences un peu partout et à être très actif en mathématiques. Donc, c'est avec plaisir que je cède la parole à Gilbert Labelle. Partie 1, introduction aux espèces. Comme je vous ai dit, on va parler de structure en premier, puis ils vont se rassembler en espèces. Ça va être bien concret. Voyez-vous, en géométrie analytique, il y a des images, des figures, puis il y a des formules. Quand on voit une ligne comme ça, on peut penser à une équation comme ça. Quand on voit une équation comme ça, on peut penser à une droite. Quand on voit une équation comme ça, on peut penser à un cercle, et vice-versa. Quand on voit une bosse comme ça, on peut penser à la courbe normale dénormalisée, disons. Mais en combinatoire analytique ou algébrique, c'est le même genre de choses. C'est de la géométrie, combinatoire, si on peut dire. C'est les objets, c'est des structures, c'est des choses qui se construisent en un nombre fini d'étapes. Et puis, quand on voit un cercle comme ça, un cycle orienté, il y a ça qui reflète le cycle. Un peu comme ça reflétait la droite. Quand on voit une arborescence, il y a des formules comme ça qui reflètent l'arborescence. Quand on voit des suites de points, il y a des formules comme ça. C'est surprenant. Les structures discrètes, les formules analytiques, ils ont des liens semblables aux structures géométriques puis les formules analytiques aussi. Là, les prochains transparents sont tous horizontaux, donc ça fait plus d'espace. OK, structure. En combinatoire, une structure, c'est quoi? Mais c'est une construction finie, comme en informatique. On va l'appeler S, parce que c'est la première lettre du mot structure. C'est un ensemble fini U. U, c'est pour underlying set, quand on parle en anglais. Donc, U, c'est l'ensemble qu'on appelle sous-jacent à la structure. On va donner plein d'exemples. On peut dire aussi que U est muni de la structure. On peut dire que la structure S est construite sur U. C'est toutes des choses équivalentes. On peut dire que la structure S est étiquetée par l'ensemble U. L'ensemble U, c'est comme des sommets d'une structure. Par exemple, donnez plein d'exemples. Un arbre, c'est quoi? C'est un graphe qui est connexe, c'est-à-dire qu'il y a deux morceaux, puis il n'y a pas de cycle, ça ne tourne pas. Okay? Et puis ici, U, c'est l'ensemble des lettres de l'alphabet avec un symbole plus, 27, un ensemble de 27 éléments. Voici un arbre sur l'ensemble U. Voyez-vous, A, B, C, D, etc., c'est les éléments de l'ensemble sous-jacent à la structure, mais la structure, c'est l'ensemble, en bleu, et la construction qu'on fait dessus. Ça prend un nombre fini d'étapes pour faire un dessin comme ça. Okay? Le deuxième exemple, c'est arborescence. Une arborescence, c'est un arbre pour lequel on a choisi un sommet qu'on appelle la racine. Il y a 27 points ici dans l'ensemble sous-jacent. Il y a 27 façons de choisir une racine. Il y a 27 fois plus d'arborescence sur un ensemble de 27 éléments que d'arbres. Sur un ensemble de n éléments, il y en a n fois plus d'arborescence que d'arbres. Un cycle orienté sur un ensemble, par exemple sur un ensemble de 9 éléments, 1, 2, 3 jusqu'à 9, voici un cycle orienté, c'est une façon de les mettre en cycle, ça tourne. C'est pas obligé d'être rond, c'est juste qu'il succède. C'est pas obligé d'être 1, 2, 3, 4, c'est 1, 3, 4, 8, etc. C'est pas obligé d'être dans l'ordre. L'ensemble sous-jacent, lui, il ne sait pas comment la structure va être faite dessus. Il s'en fout, là. On s'en fout qu'il y ait 1, 2, 3, 4 en ordre en dessous. Un autre exemple de structure, une structure de sous-ensemble sur un ensemble. C'est quoi un sous-ensemble d'un ensemble? C'est un choix d'éléments dans l'ensemble. Voyez-vous, j'ai choisi ces trois-là dans l'ensemble global. Ça s'appelle une structure de sous-ensemble. On peut appeler ça une bicoloration parce qu'on peut dire l'ensemble des points sous-jacents, je les colore en rouge, disons, si j'ai choisi, puis j'ai
laisse à l'arbre, je les mets bleus si je ne les choisis pas. C'est une bicoloration. La même information qu'on donne pour une bicoloration, c'est la même chose qu'un sous-ensemble. La structure d'ensemble sur un ensemble, ça c'est la plus pauvre. On ne fait rien avec l'ensemble. On prend l'ensemble, la structure c'est l'ensemble. Il n'y a pas de rouge dessus, rien. Une permutation, ça c'est un mélange, comme tout le monde sait, c'est une endofonction bijective. C'est une façon de mélanger les éléments. N s'en va vers N s'en va vers A, etc. On s'aperçoit qu'une permutation, c'est bien connu, ça se décompose en cycles disjoints. Un ordre linéaire, ça, c'est une façon de mettre les éléments d'un ensemble sous-jacent en ordre, le premier, le deuxième, le troisième. Voyez-vous, le premier, le deuxième, le troisième, lui, c'est le premier, mais on s'en fout que ça soit Y ou n'importe quoi. Un ordre linéaire, c'est on donne un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Ça peut être la planète Mars, ça peut être Jupiter, on s'en fout, on met en liste les éléments de l'ensemble. Une partition, c'est une façon de découper l'ensemble en sous-ensembles disjoints, non vides, aucun est vide, lui, il y a juste un point dedans, dont la réunion, c'est l'ensemble au complet. Ça s'appelle une partition. Je donne un exemple, pas mal d'exemples de structures avant d'aller aux espèces. Une endofonction, c'est quoi? Par exemple, sur 62 points, c'est une fonction qui va d'un ensemble dans lui-même. Ce n'est pas une bijection. Une bijection, tout à l'heure, une permutation, c'était juste des cycles. Là, ici, on voit qu'il y a des cycles, puis il y a comme des arborescences qui sont attachées aux cycles. Voyez-vous la racine ici? Ça, c'est une arborescence. En gros, donc, une endofonction, on peut voir ça comme un paquet d'arborescences qui tournent en rond, qui font des danses carrées. Tournent en rond, les arborescences. Je fais des faces plates des fois. Un polygone bicoloré, c'est une façon de faire un cycle sans orientation, mais en colorant alternativement deux couleurs les éléments, les arêtes. Un graphe, bien ça c'est bien connu, un graphe c'est un paquet de points reliés par des arêtes, si on peut dire. Ici, il n'est pas orienté, on pourrait mettre une orientation. Voyez-vous, ça c'est un graphe sur 46 points. Un graphe connexe, c'est un graphe qui est d'un morceau, comme on avait dit au début. Ici, il y a plusieurs morceaux. Voyez-vous, il y a ce morceau-là, le morceau en haut. Donc, en gros, les graphes, c'est des ensembles de graphes connexes, en gros. La structure de singleton, je donne des exemples vraiment dégénérés vers la fin. Structure de singleton sur un ensemble, premièrement, il faut que l'ensemble ait juste un élément pour avoir une structure de singleton. Si je prends ça, puis l'ordinateur, il n'y a pas de structure de singleton, il y a deux éléments. Il faut avoir juste un élément, puis la structure de singleton, c'est l'élément lui-même. Donc, il n'y a pas de structure de singleton si l'ensemble sous-jacent n'a pas de nombre d'éléments. Si le nombre d'éléments est différent de 1, il n'y en a pas de structure. Si le nombre d'éléments de l'ensemble est 1, il y a une structure, c'est l'élément. Une bien dégénérée, c'est la structure d'ensemble vide sur un ensemble. Si l'ensemble est vide, voici la structure d'ensemble vide qu'il y a dessus. Si l'ensemble n'est pas vide, il n'y en a pas de structure d'ensemble vide sur cet ensemble-là. Vous autres, vous êtes loin d'être vide, vous êtes une grosse gang. Il n'y a pas de structure d'ensemble vide sur vous autres. Ici, il y a un ensemble vide d'éléphants. Il y a une structure d'ensemble vide d'éléphants là. Okay, c'est bien important. Si l'ensemble n'est pas vide, il n'y a pas de structure d'ensemble vide, parce qu'il n'est pas vide. S'il est vide, il y en a une. D'habitude, il y a beaucoup de structures sur un ensemble. Là, ici, il y en a juste une, puis juste quand l'ensemble est vide. Une involution. Une involution, c'est une bijection, donc carré égale identité. Si on l'applique deux fois, on revient sur soi-même. Disons, L, ça change en A, puis A, ça change en L. Si j'applique deux fois, je tombe sur des paquets, des points qui ne bougent pas. Donc, c'est des paquets de segments avec des points. C'est ça, des involutions. Mais là où il y en a le plus, c'est ici, etc., etc. Il y en a plein de structures. Ça, on a commencé juste par des exemples. Maintenant, on va mettre ça un petit peu plus abstrait. Supposons qu'on peut représenter une structure S sur un ensemble U. On peut représenter ça par un dessin comme ça. Voyez-vous, depuis le début, c'était des choses rouges qui sont placées sur des points bleus. Bien, ça représente une structure sur l'ensemble A, B, C, D, E, F. Une quelconque structure, si on ne veut pas l'identifier en particulier. Et puis, une structure, on peut dire qu'elle est paire si l'ensemble est pair. C'est un nombre pair d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ça, c'est une structure paire. Puis impair, c'est le nombre impair.
Puis quand on a deux structures, on va dire qu'elles sont disjointes si leurs ensembles sous-jacents sont disjoints, à côté de l'autre. Maintenant, là, on va introduire des notations pour rassembler les structures. On va arriver tranquillement à la notion d'espèce de structure. Donc, les structures, comme celles qu'on a vues tout à l'heure, peuvent être étudiées et classifiées en les rassemblant en ce qu'on appelle espèces de structure. Comme il y a l'espèce des vertébrés, il y a l'espèce en mathématiques, en combinatoire, on peut rassembler les structures pour faire des espèces. On va en profiter pour mettre des noms, des lettres pour représenter. Tous les arbres possibles sur tous les ensembles possibles, on va appeler ça l'espèce A script, comme ça. Toutes les arborescences possibles sur tous les ensembles possibles de 17 points à 29 points, on va l'appeler A. C pour tous les cycles orientés, C pair pour tous les cycles orientés pair, P pour tous les sous-ensembles, parce que l'ensemble est parti d'un ensemble. Souvent, on désigne ça par P. L'espèce de tous les ensembles, on va appeler ça E majuscule. La classe de tous les ensembles pairs, on va appeler ça E pair. Tous les ensembles impairs, on va appeler ça E impair. Donc, il faut bien faire attention. Les lettres majuscules représentent des classes, des espèces, des groupes de structures qui sont rassemblés ensemble. La lettre est choisie pour refléter la structure générale qui est dans la classe. D'autres, S, toutes les permutations possibles sur tous les sous-ensembles, sur tous les ensembles possibles. L, tous les ordinaires possibles. B, toutes les partitions, parce que c'est M. Bell, pas Graham Bell, mais un autre Bell, qui a étudié les partitions. And pour tous les endofonctions. PB pour tous les polygones bicolorés. Gra pour tous les graphes. Grand C, tous les graphes connexes. X, tous les syncletons. On va voir pourquoi on a choisi X pour tous les syncletons. 1, c'est l'espèce de l'ensemble vide. Il y a un ensemble vide quand on a un ensemble vide. L'espèce vide, elle va s'appeler 0. Elle est plus dégénérée que ceux-là. Il n'y en a pas de structure. Quel que soit l'ensemble, vide ou pas, il n'y a pas de structure dans l'espèce 0. Il n'y a rien. Sur n'importe quel ensemble, il n'y a rien. Ça, c'est plus vide que ça. Ici, l'ensemble est vide, il y en a juste une structure qui est l'ensemble vide quand on a l'ensemble vide. Mais ici, même sur l'ensemble vide, il n'y en a pas de structure appartenant à l'espèce 0. F de toutes les inversions, 3 points. L'espèce F de toutes les F structures. F, c'est un paquet de structures. Une F, trait d'union structure, c'est une structure appartenant au paquet. Par exemple, un graphe particulier, c'est une graphe structure. Un ordinaire particulier, c'est une L structure. Il faut bien distinguer. Quand on met un trait d'union avec le mot structure, c'est une structure particulière de la classe ou de l'espèce qu'on a donnée. Mais là, on n'a pas dit c'était quoi une espèce, on a juste dit on les assemble. Là, on va finir par voir ce que c'est. Bon, par convention, on va prendre des notations. Quand on a un ensemble fini U, on va écrire F de crochet U pour désigner toutes les F structures sur l'ensemble U. On se donne une espèce, une classe de structure, et puis F de crochet U, quand on a un ensemble fini U, c'est toutes les structures de cette espèce-là sur cet ensemble-là. Par exemple, si l'espèce ou la classe, c'est tous les cycles, bien, voici une C structure. C'est un cycle. Une C structure, c'est un cycle particulier sur cet ensemble-là. OK? Si on prend cet ensemble-là ici de 4 éléments, bien, C de U, c'est F de U, c'est l'ensemble de toutes les F structures. C de U, ça va être l'ensemble de toutes les C structures sur cet ensemble de 4 éléments-là. Il y en a 6 cycles qu'on peut faire. Donc, c'est un ensemble à 6 éléments. Les éléments, c'est des structures, okay, appartenant à l'espèce. Ça, c'est des notations qui vont nous aider pour mieux comprendre après. Mais il y a d'autres propriétés que l'espèce des cycles, la classe des cycles, satisfait. C'est que quand vous avez un ensemble fini U, l'ensemble des cycles sur U est aussi fini. C'est bien normal. Si vous avez 5 personnes, il y a 4 factoriels façon de les mettre autour d'une table. C'est n-1 factoriel. C'est un ensemble fini, ça. C'est de U, quel que soit l'ensemble fini U. Mais d'autres propriétés plus fondamentales, c'est que, faisons, vous avez un ensemble U et un ensemble V, vous avez une bijection de U vers V, c'est-à-dire un renommage des éléments de U
en éléments de, au rebaptême, on rebaptise les éléments de U par des éléments de V. Par exemple, M est rebaptisé A, N réécrit B, etc. Mais automatiquement, ça induit une bijection entre les cycles sur U et les cycles sur V. C'est facile. Chaque cycle sur U, voyez-vous, ça c'est un cycle sur U. P, Q, M, N, qui sont en C. P est remplacé par C. Donc, on remplace le P qui est là par un C. Tous les éléments sont remplacés par la bijection dans C de Q par les éléments sous-jacents de V correspondants. Okay? Ça s'appelle un réétiquetage des structures sur U vers les structures sur V. Ça ne paraît pas, mais c'est bien important pour faire des automorphismes plus tard. Quand on va faire les symétries, on va avoir besoin de ça. Mais il y a une chose encore fondamentale qui se passe, c'est que si vous avez une bijection de U vers V puis de V vers W, puis vous faites la composée des deux bijections, bien, il va se passer pour le réétiquetage une formule comme ça, c'est qu'il suffit de passer par le réétiquetage direct comme ça pour équivaloir à deux réétiquetages successifs. C'est trivial, mais c'est important. On peut dire, donc, c'est ça, on pourrait appeler ça que c'est la cohérence des réétiquetages. Ça se pourrait qu'on réétiquette une autre fois que ça ne corresponde pas au réétiquetage via la composée. Mais on demande, on vérifie dans cet exemple-là que ça marche. Bon, ces propriétés-là des cycles vont nous conduire à une définition d'une espèce de structure, la définition générale. C'est André Joyal qui a introduit ça à l'UQAM en 1979. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés à ce moment-là, ici dans la classe. Une espèce de structure, c'est quoi? En réalité, c'est un foncteur, mais on ne veut pas éclairer le monde. Une espèce de structure, c'est une règle qu'on appelle F. C'est une règle. Ce qu'a fait cette règle-là, ça peut être un programme d'ordinateur, etc. C'est une règle qui produit, pour chaque ensemble fini qu'on se donne, U, elle produit un autre ensemble qu'on appelle F de crochet U. Un autre ensemble fini. Donc, la règle, en input, on se donne un ensemble fini quelconque. En output, il sort un autre ensemble. La règle, la même règle, elle doit produire pour toutes les bijections de U vers V, comme on avait vu pour les cycles. Mais là, ce n'est pas des cycles, c'est n'importe quoi. Elle doit produire une autre bijection qui va de F de U vers F de V de façon cohérente, justement, comme on avait vu les transports successifs ou les réétiquetages successifs le long de deux bijections. Ça correspond au composé des réétiquetages. Et puis là, on prend une terminologie. Chaque élément dans F de U va être appelé une F structure sur U. On s'en fout, c'est quoi la règle? On dit, si on a un élément dans F de U, on va l'appeler une F structure. Il y a plein d'exemples concrets qu'on a donnés, ça existe, ces affaires-là. Plein d'exemples concrets qu'on vient de donner. Et là, c'est une définition rigoureuse. Et puis, toutes les fois qu'on a une bijection comme ça, là, une bijection de U vers V, automatiquement, on appelle cette bijection-là, F de bêta, le transport, le F transport. Donc, une espèce, c'est un paquet de structures sur chaque ensemble fini qui se transporte bien. Pas plus compliqué que ça. Bon, maintenant, on va manipuler les espèces, on va les combiner pour faire un genre d'algèbre de chimie des espèces. On va combiner des arbres avec des arborescences, etc. Bon, comme convention, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des conventions graphiques. Quand on a F structure arbitraire sur un ensemble U, bien, on va présenter ça de cette façon-là. Tout à l'heure, une structure, c'est à présenter sur un ensemble comme des lignes rouges. Mais là, on veut une F structure, ça veut dire qu'on va dire qu'on va spécifier la classe des structures. Par exemple, si F, c'est C, des cycles, S, ça serait un cycle sur l'ensemble. Okay? C'est une façon graphique de représenter. On n'est même pas obligé de dire de nommer les éléments, ça c'est une autre façon, c'est plus abstrait. On peut mettre même ça aussi. On a un ensemble fini U, on met F structure dessus, c'est comme football, je ne sais pas. En tout cas, une F structure, c'est toutes des façons de présenter une F structure particulière sur un ensemble quelconque, puis l'espèce quelconque. Maintenant, là, ce qui se passe, c'est que les propriétés de réétiquetage, ils font en sorte que le nombre de structures appartenant à l'espèce F sur un ensemble U, ça dépend seulement du nombre d'éléments de U. On l'a vu tout à l'heure, les cycles,
sur des éléments, ça dépend juste du nombre d'éléments, combien est-ce qu'il y en a de cycles. En général, ça marche, ça. Et puis, si on veut dénombrer les structures d'une espèce donnée, il suffit de prendre des ensembles à n éléments sous-jacents, les plus standards, 1, 2, 3 jusqu'à n. Ça ne donne rien de prendre la planète Mars. Genre, on veut savoir comment il y a de cycles sur 4 planètes. Tu peux bien me dire la planète 1, planète 2, planète 3, planète 4. Ça serait niaiseux de prendre la vraie planète Mars puis faire des dessins de cycles avec. Bon, maintenant, là, il commence à avoir de l'action. L'action, ça va aller de plus en plus. Là. On se donne une espèce quelconque, c'est-à-dire une classe de structure sur chaque ensemble puis qui se transporte bien. Puis on va appeler F pour chaque n, là, n à 2 jusqu'à n. N souligné, ça va vouloir dire 1, 2 jusqu'à n. Pour chaque n, Fn, c'est le nombre de F structures sur l'ensemble. Puis il y a une série, là, on va relier les espèces à l'analyse, il y a une série formelle, une série de puissances, comme une série de Taylor. On va les désigner par F de parenthèse ronde. Tout à l'heure, c'était F de crochet U pour dire les F structures sur un ensemble U. Là, c'est F parenthèse ronde de X. Ça veut dire une série associée à l'espèce F. La série, ses coefficients, c'est le nombre de structures sur n éléments pour chaque n allant de 0 à l'infini, puis on multiplie par le monome xn sur n factoriel. Ça s'appelle la série génératrice de l'espèce. Okay? Il faut se mettre ça dans la tête. De toute façon, je vais donner plein d'exemples. Je rappelle la formule. Puis là, ces formules-là, ça va nous permettre, les séries génératrices, de relier de façon vraiment dynamique la combinatoire et l'analyse. Calcul différentiel, intégral, tout ça, puis l'algèbre. Je rappelle c'est quoi la formule pour la série associée à une espèce. Par exemple, supposons que S, c'est l'espèce des permutations. On l'avait appelé S tout à l'heure. Pour n éléments, combien est-ce qu'il y en a de permutations? N factoriel, tout le monde sait ça. Puis là, la série, il faut prendre le nombre d'éléments divisé par n factoriel, c'est ça la définition. Là, les n factoriels se simplifient, ça donne la série géométrique. Donc, les permutations dans le dessin de la combinatoire et l'analyse, permutation d'un bord puis la série géométrique de l'autre bord. Les anciens Grecs auraient tripé pas mal. Un autre exemple, P, l'espèce des sous-ensembles. J'avais dit qu'on appelait ça P parce que les parties dans la mathématique se désignent P de U, pour les parties sur un ensemble. Mais là, la série, c'est quoi? Sur un élément, combien il y en a de sous-ensembles? Il y en a 2 à la n, parce que chacun on choisit, on ne choisit pas, il y a 2 fois 2 fois 2 choix. Mais 2 à la n xn sur n factoriel, c'est la même chose que 2x à la n sur n factoriel. Quand on somme, ça fait 1 à 2x. Là, on s'aperçoit que les sous-ensembles, c'est relié à cette formule-là. Ça va être bien plus profond que ça tout à l'heure. 1 à 2x, c'est 1 à x au carré. Ça va tout s'expliquer. Un autre exemple, l'espèce des ensembles. Sur un élément, combien est-ce qu'il y en a de structures d'ensemble? On le sait, il y en a juste une, on l'a vu tout à l'heure, on ne fait rien, on regarde l'ensemble. Il y en a juste une structure. Donc, pour chaque n, il y a une structure. Donc, la série associée à l'espèce des ensembles, c'est la vraie exponentielle usuelle. Pour les ensembles pairs, il commence à avoir de l'action, on va les combiner après les séries. Pour les ensembles pairs, c'est quoi un ensemble pair? C'est un ensemble qui a un nombre pair d'éléments. Sur 3 éléments, on ne voit pas le 3 là. Sur 3 éléments, il n'y a pas de structure d'ensemble pair parce qu'il y a 3 éléments, donc le coefficient est 0. Donc, c'est juste les puissances paires sur les factoriels pairs qui restent dans la série des ensembles pairs. Ça, ceux qui sont savants, c'est le cosinus hyperbolique de x. Le cosinus hyperbolique de x, c'est relié à l'espèce des ensembles pairs. Pour les ensembles impairs, mais là, c'est pas trop surprenant, c'est sinus hyperbolique. Pour l'espèce des ordres linéaires, là, ça commence à être intéressant. Les ordres linéaires, sur n points, il y en a n factoriel, comme les permutations. C'est la même série géométrique. Sauf que les ordres linéaires, c'est pas pareil, c'est pas la même chose que les permutations. Autrement dit, les séries, quand on regarde des structures, les espèces en haut, on regarde les séries, c'est plus pauvre. Les séries, il y a moins d'action qu'au niveau des espèces. Parce que les listes, c'est pas la même. Tu sais, mettre en liste quelque chose, c'est pas la même chose que faire danser en danse carrée les éléments, faire des ensembles de cycles. En tout cas, c'est plus profond que ça, mais c'est juste pour vous dire qu'on oublie des choses quand on fait les séries. Mais quand même, on garde pas mal d'informations. Pour les cycles, c'est quoi la série de l'espèce des cycles? On a vu tout à l'heure sur 5 personnes, il y a 4 factoriels, il y a des façons de les mettre autour d'une table. Pour n éléments, il y a n-1 factoriel façon de les mettre en cycle.
On prend pour 0 élément, on dit qu'il n'y en a pas de cycle, donc la série va commencer par 1. Simplification. Puis ceux qui sont savants, ça c'est la série du log de 1 sur 1 moins x. Donc les cycles, c'est un log au niveau des séries. C'est un log de la série géométrique. On va voir ça, que ça a toute cohérent, que ça va revenir plus tard. Les cycles pairs, c'est encore un peu plus fou. On saute, on met juste les exposants pairs dans la série des cycles. Puis si on est savant, on s'aperçoit que c'est le log de racine de 1 sur 1 moins x2. Les endofonctions, là, comment qu'il y a d'endofonctions sur n éléments? Il y a n à la n. Parce que chaque élément, il y a n choix d'aller à son image. Il y a n à la n endofonctions sur n éléments. Cette série-là, son rayon de convergence, pour ceux qui sont savants, vous êtes tous savants, son rayon de convergence, c'est 1 sur E. Elle converge pas tout le temps, cette série-là. L'espèce des singletons, vous vous souvenez, on l'avait appelé grand Z, grand X, je vous avais dit que je vous expliquerai pourquoi on a choisi grand X. Parce que quand on fait la série de l'espèce des singletons, si on regarde sur 2 éléments, il n'y en a pas de singleton. On l'avait dit tout à l'heure que ça prenait un élément pour avoir une structure de singleton. Sur 0 élément, il n'y en a pas. Sur un élément exposant 1, il y a un singleton possible. Toutes les autres cardinalités, il n'y en a pas. Donc, ça fait petit x. On a choisi grand X pour l'espèce de singleton pour que ça donne petit x dans les séries. Juste ça. C'est bon en mathématiques de choisir des bonnes notations. Parce que tu sais, des fois, ils mettent des notations bien compliquées. On fait les notations les plus simples possibles. Pour les graphes, là, le nombre de graphes, c'est des graphes non orientés. Il y en a le nombre de façons de choisir 2 éléments parmi n. Puis c'est, en tout cas, c'est 2 à la n, choisir 2 façons de faire des graphes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, cette série-là, elle ne converge même pas. Elle converge juste quand x égale 0. Ça grossit tellement vite, ça, ici, le nombre de graphes, que les factoriels ne sont pas capables de faire appliquer. Ça va plus vite qu'un factoriel. Tellement plus vite que c'est juste quand on a x égale 0 que ça converge. Donc, autrement dit, dans les séries, on ne s'occupe pas de la convergence. Donc, il y a de l'action, on garde la série, on ne s'occupe pas qu'elle converge. C'est un objet quand même, ça. Encore une fois, là-dedans, il y a plein d'actions quand on fait d'autres séries. Mais là, on a juste utilisé une définition. Là, on va combiner les séries. L'action, là, va commencer. Bon, les opérations sur les espèces, ce qui se passe, ça va refléter les opérations sur les séries. Parce que les séries, c'est pas que ce n'est pas une espèce, c'est pas que vous avez une série F, une série G, puis une série H. Par exemple, la série H, ça peut être la somme des 2 séries F et G. La série H, ça peut être le produit des 2. H peut être construite algébriquement à partir des 2 premières séries. On va faire une table pour les séries, puis automatiquement, les espèces vont se combiner de la même façon. Puis là, l'action va commencer. Jusqu'ici, il n'y a presque pas eu d'action. Les opérations. Par exemple, si j'additionne 2 séries F puis G, puis j'appelle ça H, le résultat, mais c'est bien banal. Le nème coefficient, c'est la somme des nème coefficients des 2 séries. Si je multiplie, c'est un peu plus compliqué. C'est des coefficients du binôme qui apparaissent. Pour avoir le nème coefficient de série résultante, il faut faire un genre de convolution, qu'on appelle, là, comme ça. On fait une somme de fk, gn moins k, puis on multiplie par un coefficient du binôme. Ça donne le nème coefficient du produit des 2 séries. On peut aller plus loin, on peut mettre une série dans une autre, mais à condition que le terme constant de la série qu'on met, pour que ça ait un sens, qu'il n'y ait pas des sommes infinies compliquées, il soit 0. Là, c'est compliqué. Le nème coefficient de substitution de la série complète à l'infinité de termes dans la série complète à l'infinité de termes f, c'est ça la formule. Je n'entrerai pas dans les détails, c'est ça la formule qui donne le nème coefficient. Mais le calcul différentiel aussi peut venir. Parce que si j'ai une série f, puis je la dérive, puis j'appelle ça la série h, le nème coefficient, il s'adonne à être un shift, si on peut dire, du nème coefficient de la série f. On remplace n par n plus 1. Pour avoir le 5e coefficient, on prend le 6e de f. C'est le fun parce qu'avec ça, on va pouvoir faire des calculs différentiels dans les espèces de l'action. Donc, cette table-là va suggérer des opérations correspondantes sur les espèces. Et puis les opérations, c'est la chose suivante. Voyez-vous, pour la somme, il fallait additionner les coefficients. Mais les coefficients ici, c'est le nombre de structures. Mais pour que le nombre de structures, pour le résultat de la nouvelle espèce qu'on appelle F plus G, la somme de 2 espèces, il faut qu'on prenne toutes les structures sur F, puis on additionne toutes les structures sur G. Puis s'il y en a en commun, on en prend des copies disjointes. Donc la somme est bien banale.
l'espèce des arbres plus celle des arborescences. C'est quoi ces structures? On prend un ensemble, on met un arbre ou une arborescence dessus. C'est ça les structures. Pour l'espèce produit, c'est un peu plus subtil. Parce que pour le produit, c'est un peu plus compliqué la formule. Si on regarde la formule, on s'aperçoit qu'il faut prendre comme définition qu'une F fois G structure, c'est quoi? C'est un ensemble présent un ensemble de 5 points. Ce qu'il faut faire, c'est il faut prendre un certain sous-ensemble, mettre une F structure dessus, puis le complément du sous-ensemble, on met une G structure. Donc, c'est un couple formé d'une F structure puis d'une G structure disjointe. Un couple ordonné. Le F vient avant le G. Un couple ordonné. C'est ça, l'espèce F fois G, c'est l'espèce des couples ordonnés de F et de G structure. C'est une nouvelle espèce qui s'appelle F fois G. C'est plus les structures, c'est l'espèce qui contient toutes les structures comme ça. Pour la substitution, ça commence à être plus intéressant. Si on a deux espèces F individuelles et G individuelles, on peut en former une troisième espèce qu'on appelle F de G ou F rongé. C'est quoi ces structures? Bien, c'est une F structure placée sur un ensemble fini de G structures disjointes. Un gars pour cet ensemble de points-là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points, une F rongée structure là-dessus. C'est une F structure placée sur un paquet de G structures disjointes. Il faut prendre certains points, mettre une G structure. Un autre ensemble de points disjoints, mettre une G. Tous les paquets de G, et mettre une F sur la globalité des paquets. On va avoir plein d'exemples, on va avoir plein d'actions. Et puis, c'est comme en mathématiques, on dit F de G. Là, c'est F de G, c'est F de G structure. C'est la même chose, la même terminologie, finalement. F structure sur l'ensemble de G, c'est F de G structure. L'espèce F', ça, c'est intéressant, celle-là. Vous avez une espèce F, vous voulez faire l'espèce, une nouvelle espèce s'appelle la dérivée de F. Qu'est-ce que c'est une F' structure sur un ensemble? Bien, par définition, c'est une F structure sur l'ensemble augmentée d'un point extérieur. Voyez-vous, supposons que j'ai 4 points A, B, C, D. Je vais mettre une F' structure sur les 4 points. Ce que je fais, c'est que j'ajoute un nouveau point puis je mets une F structure. C'est encore les 4 points qui sont sous-jacents. Mais la F structure que je mets, il y a un point décoratif supplémentaire. C'est une F' structure sur les 4 premiers points. On va donner plein d'exemples. Oui? 30 minutes, ok, il faut que je m'ajuste. Parce que je suis rendu, je ne sais pas, j'ai 90 transferts. Je vais aller pas mal vite. OK. Si F et G sont des espèces, bien là, c'est ça le premier tourage. C'est que quand je fais l'espèce F plus G puis je prends la série, c'est la même chose qu'additionner les séries. Si je fais l'espèce F fois G puis je prends sa série après, c'est la même chose que prendre les séries avant et les multiplier. C'est pas pareil, ça, normalement. Mais là, ça donne un pareil. Si je prends une espèce F, je la compose avec une espèce G, puis je prends sa série après, c'est la même chose que prendre la série du G, la substituer dans la série du F. Intéressant. La définition de la composée de deux espèces, elle reflète bien l'analyse des fonctions. Puis aussi, l'espèce dérivée, quand je prends sa série, c'est la même chose que la vraie dérivée de la série. Autrement dit, à droite, c'est comme l'analyse, calcul différentiel, on peut faire du calcul intégral, tout ça. Puis à gauche, avant de prendre les séries, c'est le combinatoire qui est en haut, dans un sens. Bon, on va donner plein d'exemples. Voyez-vous, les ensembles, c'est quoi? Les ensembles, c'est des ensembles impairs ou les ensembles impairs. Okay? Mais on a vu que celle des ensembles, c'est E, le X. Les ensembles pairs, on a vu c'est cosinus hyperbolique. Les ensembles impairs, c'est sinus hyperbolique. Donc, on a cette identité-là qui est bien connue, mais c'est juste pour vous dire qu'elle arrive gratis. Ici, D, l'espèce des dérangements. Un dérangement, c'est une permutation sans point fixe. Tu sais, qu'on prend les chapeaux du monde, on les mélange, on ne redonne pas à sa personne les chapeaux. Bon, les permutations, c'est quoi? C'est les ensembles multipliés par les dérangements, évidemment. Pourquoi? C'est quoi une permutation? C'est un ensemble de cycles. Mais il y a des cycles qui sont dégénérés, qui ont juste un point dedans. On les met de côté, ça fait un ensemble. Accouplé à un dérangement, parce qu'ici, il n'y a pas de point fixe. Donc, les permutations sont les ensembles accouplés avec les dérangements. On passe aux séries. Automatiquement, ça devient une série qui est connue, 1 sur 1 moins x. Ça, c'est connu, c'est E à la x. On peut déduire la série des dérangements, des chapeaux en probabilité.
La série des dérangements, on n'a rien qu'à diviser par E à la x pour l'obtenir. Donc, les dérangements, c'est E à la moins x fois 1 sur 1 moins x. Si on va chercher le coefficient avec l'analyse, on s'aperçoit que le nombre de dérangements, c'est une formule bien connue qui arrive gratis. Le nombre de dérangements sur un élément, c'est n factoriel fois la somme alternée des temps jusqu'à n factoriel de E à la moins 1. De E à la moins 1. Mais ça ici, cette formule-là des dérangements, qui est souvent prouvant en probabilité avec le principe d'inclusion-exclusion, c'est juste un reflet de ça qui est évident. C'est évident que les permutations, c'est des ensembles multipliés par les dérangements. On le voit. Ici, les endofonctions, c'est les permutations d'arborescence. Bien oui, on avait vu tout à l'heure en endofonction, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet d'arborescence collé sur des cycles. Mais, voyez-vous, les arborescences, ils dansent en cycle. On les danse carrées. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça danse carrée, mais ils dansent en cycle. Donc, les endofonctions, c'est des permutations d'arborescence. Ça veut dire gratis. La série, c'est ça, les arborescences substituées dans les permutations. Mais on sait que la série des endofonctions, c'est n à la n, le coefficient. Les coefficients des permutations, c'est 1 sur 1 moins x. On fait 1 sur 1 moins a, parce qu'il faut faire s de a. La série 1 sur 1 moins x, on y met a. Ça donne une identité pas triviale du tout. Si vous résolvez pour a, la série des arborescences, ça c'est connu, c'est n à la n moins 1. Mais disons qu'on ne sait pas, là. C'est automatiquement cette série-là qui commence par 1, divisée par la même série qui commence par 0. On n'a rien qu'à résoudre pour A. Oui, oui, ça donne des identités. Ça serait bien difficile si on savait, c'est n à la n moins 1, là, la formule. Même si on sait la formule, c'est bien difficile à prouver une identité comme ça en analyse classique. Mais ça reflète simplement que les endofonctions sont des permutations d'arborescence. Les permutations, c'est les ensembles de cycles, on l'a dit tout à l'heure. Permutation, c'est un paquet de cycles. Ça veut dire, voyez-vous, c'est un paquet de cycles, un cycle, un cycle, un cycle, un cycle, un cycle, un cycle, un cycle. Donc, c'est un ensemble de cycles. Automatiquement, la série des permutations, c'est la série des ensembles dans laquelle on a substitué des cycles. Les permutations, c'est 1 sur 1 moins x. La série des ensembles, c'est l'exponentielle. On met c de x. On résout, on prend le log des deux bords. On trouve ça, la formule qu'on a vue tout à l'heure. Le nombre de cycles, c'est avec un log. Là, on la comprend mieux. C'est juste à cause que les permutations, c'est des ensembles de cycles. Là, je vais aller vite, tout cela, c'est les permutations de n points et en cosec. Je vais vite parce que je n'ai pas grand temps. C'est ça la série. Parce que il y a plein d'axiomes à venir. Les partitions, les partitions, c'est des ensembles d'ensembles disjoints, non vides, dans la réunion de l'ensemble sous-jacent. Les partitions, c'est les ensembles d'ensembles non vides. E+, ça va vouloir dire les ensembles non vides. Gratis, on a que les ensembles non vides, c'est quoi? C'est les ensembles dans lesquels, quand on prend la série, on enlève la peine constante. Donc, la série qui compte le nombre de bébelles comme ça, B de x, c'est la série des ensembles dans lesquels on a substitué cette série-là. C'est E à la x moins 1. Puis on peut dire c'est 1 sur 1. Il s'ensuit, ça c'est une formule ça prend des pages à prouver normalement. C'est Dobinsky qui a prouvé cette formule-là. Le nombre de partitions, le nombre de façons de découper un ensemble en morceaux disjoints non vides, le nombre de façons, quand il y a un élément, c'est un entier, ça donne cette série infinie-là qui est un nombre entier. Je ne dirais pas que c'est un nombre entier. Et puis, c'est une des formules les plus simples pour le nombre de partitions. Ça prend des pages normalement, mais ça, cette formule-là est juste conséquence du fait que les partitions sont des ensembles d'ensembles non vides. Là, les partitions, un nombre K de classe, je ne le fais pas, mais c'est un pas d'ensemble. Ici, les ensembles, c'est le carré, les sous-ensembles, c'est le carré des ensembles. Pourquoi? Parce qu'un sous-ensemble, j'avais dit, c'est une bicoloration tout à l'heure, mais un sous-ensemble, c'est quoi? C'est un ensemble, un sous-ensemble d'un ensemble. C'est un ensemble accouplé à son complément. Jamais un sous-ensemble, une chose que ça. Ça veut dire ensemble multiplié par ensemble quand on fait la série. Ça fait 1 à la 2x, on l'avait vu tout à l'heure. 1 à la 2x, mais là, on comprend mieux. Les permutations ayant seulement des cyclopages vont vite. Cette série-là, la dérivée de arc sinus.
commence à avoir de l'action. Pour la dérivée, justement, il commence à avoir encore plus d'action. La dérivée des listes ordonnées, c'est le carré des listes. Pourquoi? Si vous vous souvenez, pour faire une dérivée, pour faire l'espèce dérivée, les structures, qu'est-ce qu'elles sont? Disons, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. J'ai 7 points, je vais faire une structure d'espèce L' dessus. J'ajoute un point, puis je fais une liste avec. Mais ça, sur l'ensemble des 7 points initiaux, j'ai tout simplement coupé. Parce que j'ai dit, là, ici, c'est la première liste, puis elle est suivie de la deuxième liste, j'oublie le point qui est là. L'information qui est là, c'est la même qu'elle est là. Ça veut dire que la dérivée des listes, c'est le carré des listes. Si on regarde, si on passe aux séries, la série de la dérivée, c'est supposé être le carré de la série des listes. Ça veut dire que la dérivée de 1 sur 1 moins x, c'est 1 sur 1 moins x au carré. Si vous savez bien faire le calcul différentiel, en faisant bien attention, vous allez voir que c'est vrai, cette formule-là. Un autre exemple. La dérivée des cycles, c'est les listes. Pourquoi? Disons que j'ai 5 points. Je veux faire une C' structure dessus. C'est toujours la même règle. J'ajoute un point, puis je fais une C structure sur l'ensemble augmenté. Mais ce point-là, quand on l'oublie, il reste une liste en bas. Si j'ai la liste en bas, si je veux retrouver ça, je mets un point, puis je referme. C'est la même information. Ça, c'est un point fantôme. C'est un point qui ne fait pas partie de l'ensemble, si je le sens. Un point fantôme. Automatiquement, la dérivée des cycles, quand on prend la série, ça va être les listes. Donc, les cycles, ça va être l'intégrale des listes. Mais les listes, c'est 1 sur 1 moins x. L'intégrale de 1 sur 1 moins x, ça donne ça. On vient de trouver encore une formule connue que les cycles, sa série, c'est log de 1 sur 1 moins x. Juste à cause de la dérivée des cycles, c'est les listes. Ici, je pense que je vais aller vite. Ici, il y a des espèces qui ont la même dérivée, mais qui ne sont pas pareilles. Ici, la dérivée des partitions, c'est les ensembles fois les partitions. Encore une fois, si je veux faire une structure sur l'ensemble de points noirs, ici, d'espèce B', il faut que j'ajoute un point, puis je fais une structure d'espèce B sur l'ensemble augmenté. Mais ce point-là, il met de côté, si on l'enlève, il met de côté un ensemble, que je peux mettre de côté, c'est un ensemble, puis il reste un B structure, c'est-à-dire une partition. Donc, automatiquement, la dérivée ici, en série, ça donne ça, etc. Ça nous donne une récurrence pour le nombre de partitions gratis. Ça, c'est gratis, c'est juste ça qui compte. Les informaticiens connaissent bien ça, les arborescences, c'est des singletons suivis d'ensemble d'arborescences. Parce qu'une arborescence, quelque chose comme ça, qu'une racine, la racine en met de côté, c'est un singleton, accouplé à un ensemble d'arborescences. Ça le dit. Et puis, automatiquement, la série va donner ça. Et puis, on peut résoudre avec l'inversion de Lagrange, je n'entre pas dans le détail. On peut retrouver que n à n-1 arborescence sur un élément. Il y a même André Joyal qui a fait une preuve de ça sans savoir qu'il y a n à la n-1, sans utiliser la méthode ici, qui est plus savante. C'est que, je vais aller vite aussi, il introduit la notion de vertébré. Un vertébré, c'est une arborescence pointée. Voyez-vous, l'arborescence est là, avec sa racine, on met un autre pointage à quelque part. Ça fait une colonne vertébrale. C'est ça qu'on appelle ça un vertébré. Mais quand on voit un vertébré, il était en Australie, il m'avait téléphoné, il dit, je voyais des lézards, j'ai décidé d'appeler ça vertébré. Une bonne idée, c'est un petit lézard. Puis la colonne vertébrale, il n'y a pas qu'à d'arborescence attachée. C'est normal quand on suit la colonne vertébrale, de la queue à la tête, je ne sais pas quel bord qu'elle est, la tête, la queue. Là. Puis ça fait une liste d'arborescence. Une liste non vide, c'est des technicalités. Les vertébrés, au niveau des espèces, c'est les listes non vides d'arborescence. Puis le nombre de vertébrés, je pense que je vais aller vite, là, c'est la même chose qu'en deux fonctions. On déduit facilement cette formule-là. Là, ça commence à être poétique. La dérivée de l'espèce des arbres, c'est les forêts d'arborescence. Imaginez un poète qui dirait la dérivée de l'espèce des arbres est celle des forêts d'arborescence. C'est poétique. Pourquoi? Parce que dans un ensemble de points noirs, on fait un arbre dessus. L'ensemble augmenté. Mais le point supplémentaire, lui, il n'est pas dans les points noirs. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit un paquet d'arborescences parce qu'il faut dire qu'à place qui sont plugués les arêtes du point extérieur.
Automatiquement, les forêts, la série, c'est la dérivée, celle des arborescences. Les arborescences, disons qu'on sait que c'est n à la n-2, on fait la dérivée. Le nombre de forêts, c'est ça. N plus 1 à n-1, c'est tout gratis. Les graphes, c'est des ensembles de graphes connexes. Donc la série des graphes, c'est l'exponentielle de la série des graphes connexes. On peut déduire en prenant le log de la série des graphes connexes. On a ça dans Maple. Ça nous donne comment est-ce qu'il y a d'arbres de graphes connexes, ce qui n'est pas évident. Les scrutins, c'est quoi un scrutin? C'est une liste d'ensembles non vides. Pourquoi? Parce que, disons, il y a 4 ex-aequo qui ont été élus président, 3 qui suivent qui ont été élus vice-président, 1 qui a été élu vice-vice, l'autre vice-vice-vice. C'est un résultat de scrutin sur l'ensemble de candidats. C'est une liste d'ensembles non vides. Donc, les scrutins, c'est les listes d'ensembles non vides. Automatiquement, les séries correspondent. On trouve ça gratis. Ça, c'est le nombre de résultats de scrutin sur n candidats. C'est une série infinie qui converge très vite vers un entier. Les involutions, c'est les ensembles de singletons ou de paires. Ben oui, un paquet de singletons et un paquet de paires. On déduit le nombre d'involutions, ce n'est pas évident, c'est de calculer ça normalement. La règle de chaîne en algèbre, en calcul différentiel. F de G', c'est F' de G fois G'. Pourquoi? On fait F de G' structure. Qu'est-ce que c'est? C'est une F de G structure sur l'ensemble augmenté. C'est quoi une F de G structure sur l'ensemble augmenté? C'est une F structure placée sur toutes des G structures, dont une G structure contient l'ensemble augmenté. Donc, c'est une F sur des G', c'est une F' plutôt sur des G, puis accouplée à un G'. C'est gratis, le dessin montre que ça, c'est vrai. Puis le plus d'action, c'est là encore. Là, on va parler de symétrie des structures, on va être obligé d'aller pas mal vite. De toute façon, je vais vous laisser les 90 à 7 ans. Bon, ça, j'ai donné ça en New York cet été, c'était ça en New York, en anglais, j'ai traduit pour vous autres en français. Série de puissance. On retourne sur l'analyse. Là, on va prendre grand X, une indéterminée, n'importe quelle variable indéterminée. Une puissance de X, c'est bien connu, c'est un produit de X par lui-même n fois. Un monombre en X, c'est un coefficient fois puissance de X. Une série de puissances, une combinaison linéaire possiblement infinie de monombres. Puis on sait que les séries de puissances peuvent être additionnées, on a vu ça par là, multiplier, substituer, dériver, intégrer, etc. Mais ils sont implémentés dans les logiciels de calcul formel comme Maple, tout ça, c'est implémenté. Mais là, nous, on va prendre des séries de puissances combinatoires, des séries de puissances plus riches que les séries de puissances ordinaires. Qu'est-ce que c'est premièrement une puissance combinatoire de X? Formellement, c'est une expression comme ça. C'est une puissance de X, bien ordinaire, divisée par un H. H, c'est un sous-groupe du groupe des permutations. Ça commence à être un peu abstrait. Ça va correspondre à des symétries. Un monombre combinatoire, formellement, c'est un coefficient fois une puissance combinatoire. Une série de puissances combinatoires, c'est une somme de monombres combinatoires. Là, ce qui se passe, c'est que Ye, qui étudiait les espèces, quelqu'un de Taïwan, qui est venu à l'UQAM en 1986, après avoir fait sa thèse sur des espèces, qui a introduit ces concepts-là de puissance combinatoire, mais lui, il appelait ça des espèces moléculaires. Moi, je les appelle puissances combinatoires. Voici des exemples. Une puissance symétrique de X, c'est puissance ordinaire divisée par le groupe de toutes les permutations de N. Et puis, les permutations, je ne sais pas si vous savez, c'est engendré par deux éléments. Il y en a plusieurs qui savent. Celle qui transpose 1 et 2, puis le grand C. Si vous multipliez toutes les façons possibles, la transposition 1 et 2 avec le grand C, ça va donner toutes les permutations possibles. Puissance cyclique, c'est puissance divisée par le groupe cyclique. Puissance ordinaire, mais c'est puissance divisée par le groupe identité. Voyez-vous, les puissances ordinaires, c'est des cas particuliers des puissances combinatoires. Et puis, les puissances combinatoires, on va désigner ça, les séries de puissances combinatoires, selon les coefficients qu'on prend. Ça peut être les nombres complexes, les nombres réels, les nombres rationnels. Ça, c'est les séries de puissances combinatoires à coefficients dans ces demi-anneaux, ces anneaux-là.
Ça, c'est les séries de puissance ordinaires. C'est toutes des sous-ensembles, les séries de puissance ordinaires, des sous-ensembles, des séries de puissance combinatoires. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces inclusions-là sont compatibles avec les opérations sur les séries ordinaires. Et puis, on se demande pourquoi étudier les séries de puissance combinatoires. La réponse, c'est parce qu'elles permettent d'encoder les classes ou espèces de structures combinatoires ainsi que les diverses opérations qui les combinent, tout en tenant compte du groupe d'automorphisme. Ce qui va se passer, il va y avoir des symétries, ça va en tenir compte des structures. Puis de plus, c'est facilement implémentable sur des logiciels de calcul formel. J'ai mis sur mes pins un certain nombre d'opérations sur les séries de puissance combinatoires. Comment ça peut coder? Voici le graphe du dodécaèdre sur 20 éléments. Les 20 éléments, c'est les sommets d'un dodécaèdre. Là, il est déployé pour faire un graphe. Il y a un logiciel, GroupsandGraph de Coquet, un Canadien, qui donne le groupe des symétries d'un graphe. Voyez-vous ici, on regarde toutes les permutations qui laissent le graphe, qui ne changent pas le graphe. OK? Puis ça, on va coder ça, le graphe de dodécaèdre, on va le coder par x à la 20 sur h. 20, c'est le nombre de sommets, h, c'est les symétries. Et puis, on peut, avec le logiciel qui est là, le groupe de symétrie est engendré par 3 permutations, A, B, C. Et puis A, c'est cette permutation-là qui a des composants cycles, 2, 5, 6, 3, 11, 10. B, c'est cette permutation-là. C, c'est cette permutation-là. Vous combinez A, B, C de toutes les façons possibles, ça va faire le groupe H. Ça code toutes les symétries du dodécaèdre. Et puis, si j'avais numéroté différemment les sommets, ça aurait donné un groupe conjugué. Et puis, ça, je n'en rentre pas dans les détails, mais c'est pas trop difficile à vérifier. Ça veut dire qu'on va identifier le X, on va donner une définition. Mais j'ai une question, Gilbert. Oui. Mais ça, c'est difficile à trouver, là. Oui. Le fait que le groupe des symétries est en Oui, par ces trois oui, on peut éléments. prendre des logiciels, c'est difficile. Mais des fois, c'est plus facile quand on les combine, parce qu'avec les espèces, on a un moyen de combiner. Mais tu as raison, c'est difficile. Bon, deux puissances combinatoires, on va les considérer égales quand les deux groupes sont conjugués. C'est à cause que quand on renumérote, ça donne des groupes conjugués. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et puis, dans le langage de générateur, ben, quand on a un groupe qui est conjugué, quand c'est deux groupes conjugués, ben, ça, c'est une notation pour ça. Ben, on peut y aller avec les générateurs. Je ne vais pas dans le détail. Mais, par exemple, supposons qu'on prend les cycles. Sur 3 éléments, tout à l'heure, C3, on va dire, disons qu'on va dire l'espèce des cycles sur 3 éléments. Okay? Voici un cycle sur 3 éléments, mais c'est la même chose que 3 listes shiftées. Par exemple, vous prenez cette liste-là, vous changez A en B, B en C, C en A dans cette liste-là. Si vous changez B en C, C en A, A en B, dans cette chose-là. Les listes divisées par les cycles de ce groupe cyclique, c'est comme si on mettait ensemble ces 3 choses-là dans un objet. Mais 3 listes comme ça, c'est la même chose que les mettre en rond. La même information là que là. Voyez-vous, donc c'est intéressant. C'est qu'avec les xn sur h, on peut coder une permutation cyclique. Par exemple, c'est codé comme ça quand on prend 3, 2 éléments, un élément. Voyez-vous, on voit encore les espèces. L'espèce des cycles, elle se code comme ça. Il y a plein d'espèces. L'espèce des ensembles à un élément. C'est quoi un ensemble à un élément? C'est une liste qu'on permet n'importe comment les éléments à rester pareil. Donc, c'est une liste modulo une permutation, un ensemble. Même en informatique, quand vous pouvez faire un ensemble, vous oubliez l'ordre. Vous mettez toutes les façons. Singleton, ben, ça c'est normal. Là, je suis non trivial. Ici, les ensembles orientés, c'est les listes quotientées par le groupe alterné. Pour ceux qui savent c'est quoi, il y a n-1 factoriel d'éléments dans le groupe alterné. Ça fait des ensembles orientés, c'est des ensembles bien bizarres. Les cycles, c'est codé comme ça. Les n-gun, c'est codé comme ça. Les listes, ben, on divise par rien. On prend les listes. On divise par le groupe trivial. En général, xn sur h va représenter l'espèce des n ordre linéaire modulo h. Là, je vais vite parce que je rappelle les espèces, je rappelle les opérations, mais une autre que je n'avais pas vue. Le produit
Si on prend deux sous-ensembles disjoints, on met F structure à gauche et une G à droite. Mais il y a le produit cartésien, c'est quand même F structure sur la globalité, et en même temps G structure sur la globalité. Ça s'appelle le produit cartésien. Là, je rappelle les opérations. Mais là, pour étudier la symétrie, c'est peut-être que je suis obligé d'aller vite, mais il y a des séries bien magiques qui s'appellent les séries indicatrices des cycles. C'est Pouliot qui a inventé ça dans le passé, mais là, on l'a étendu aux espèces. Vous avez une espèce, la série, c'est une série, une infinité de variables, une grosse. Et puis, il y a une factorielle dedans, puis il y a des monomes comme ça, dans les variables, une infinité de variables. Les exposants, c'est le nombre de cycles de chaque longueur sur les permutations qui parcourent le groupe des permutations. Donc, pour chaque n, vous prenez toutes les permutations de n, vous les listez. Pour chaque permutation, vous faites ce monome-là, multiplié par le nombre de structures dont la permutation est un automorphisme. Un peu subtil. Mais ça s'appelle la série indicatrice des cycles. Mais cette série-là, elle contient la série qu'on avait vue tout à l'heure sur les espèces, la série génératrice. C'est qu'il suffit de mettre x1 égale x, x2, x3 égale 0. Cette série-là est tellement grande, elle contient tellement d'informations qu'elle donne le nombre de structures, la série de tout à l'heure. Mais elle en contient tellement aussi que si vous mettez x, x carré, x cube au lieu de x indice 1, x indice 2, x indice 3, ça va donner le nombre, ça va donner une série sans factoriel, mais qui compte les structures, le poids total, si on met les poids, des structures à isomorphisme près, ou à automorphisme près. C'est des structures qu'on oublie qu'est-ce qu'il y a, comme vous autres, vous êtes un paquet de points, on oublie qui vous êtes. Ça donne le nombre de façons d'oublier qui sont les éléments des structures. Et puis, juste vite, c'est, parce que je vais aller, voyez-vous, ça c'est un tableau. Un tableau. La grosse série. Juste vite, les ensembles, c'est à l'exponentielle, la série pour génératrice. La série tilde, qu'on appelle, celle qui compte les ensembles, c'est toutes des 1, les coefficients, c'est la série géométrique. Mais la grosse série indicatrice, c'est une exponentielle d'une somme comme ça. Pour les cycles, elle est tellement riche, la grosse série, qui permet d'étudier les symétries, qu'il y a la fonction d'Euler entourée des nombres. Vous avez peut-être déjà dit ça, c'est phi de n, c'est le nombre de nombres relativement premiers à n, de 1 à n. C'est ça qu'on met comme coefficient, puis un log, puis les xk, xn dedans. Pour les permutations, c'est un produit de série infinie. Juste pour vous dire, c'est une grosse série, ça, qui contient plein d'informations. Et puis, ce qui est le fun, c'est que les grosses séries Z, ils se comportent bien devant toutes les opérations. Si vous dérivez l'espèce, muni W, c'est pour des poids, il faut mettre des poids sur les structures. Si vous dérivez l'espèce prenant la série, la même chose qu'à dériver la série par rapport à la première variable, etc. Il y a une façon de composer les grosses séries aussi. Là, je vais vite, vous allez avoir des informations. Là, on peut faire la liste de toutes les espèces xn sur H jusqu'à 3. On s'aperçoit qu'il y a certaines espèces qui sont produites. Voyez-vous, x fois E2, c'est la même chose que ça. X3, c'est x fois x. Puis il y a d'autres espèces qui ne sont pas des produits. Ça s'appelle les espèces atomiques. Les espèces atomiques qui ne sont pas des produits, c'est celles qui ne se décomposent pas justement en produits. Puis il y a une liste, si vous regardez dans ce son, il y a une liste, puis ils disent c'est les espèces atomiques. Jusqu'à 18 points. Ils sont toutes connues comme les scanners. Voici les espèces atomiques, celles qui ne se décomposent pas en produits, jusqu'à 5 points. Et ça, les ensembles à 5 points, ça ne se décompose pas. On ne peut pas dire qu'il y en a un à gauche, à droite. Parce qu'ils se mélangent tous les 5 points. Ça ici, les ensembles orientés de 5 points, c'est les simplex avec une orientation positive et négative. C'est trop difficile d'entrer dans le détail. Les cycles sur 5 points, ça ne se décompose pas. Je ne veux pas dire que vous mettez de côté ces trois-là de côté. Ils ont le même statut. On ne peut pas les décomposer. Donc, les espèces atomiques, ça ne se décompose pas en produits. Puis, Yeh, en 85, il a prouvé dans sa thèse que toute espèce moléculaire, celle qui ne se décompose pas, peut être écrite comme produit d'espèces atomiques. C'est fun, comme les nombres. Comme 12, c'est produit de nombres premiers. C'est la même chose que les nombres premiers, mais avec des structures de ce coup-là.
Puis là, voici les espèces atomiques, là, une grosse liste, là, avec l'ordinateur. Par exemple, sur 7 points, il y en a 20 espèces atomiques. Ça, c'est aussi dans le livre de Sloan de suite. C'est une drôle de suite, il y a des, pour 0 points, il y en a 1 point, il y en a 2, 3 points, il y en a 2, 4 points, puis 5 points, il y en a 6 dans les deux cas. En tout cas, je ne vais pas, il y en avait 7. Ça tombe à 27 pour 7 points, puis ça descend à 20. 0, 1, à 7 points, ça descend à 20, à 6 points, c'est 27. Ça peut descendre. Puis il y a une autre place, ça descend ici. Et puis je pense que ça monte après. Là, il y a les nombres premiers. 7 et 11, c'est les nombres premiers. Oui, c'est ça. Quand c'est des nombres premiers, ça se décompose moins. C'est moins de chance. Donc là, ça se décompose. Et puis pour les arborescences, par exemple, on peut avoir la décomposition moléculaire des arborescences. On prend toutes les arborescences, on analyse ce qu'elles ont l'air. Voyez-vous, ici, c'est un singleton avec un ensemble de 3 points. Singleton, ensemble de 3 points. Il y a des fois des coefficients en avant. Comme ces deux-là, c'est singleton, et puis c'est 5, c'est celle-là ici. Ça ici, c'est la même chose qu'une liste. Parce qu'on peut dire, je commence par la racine, je prends le point qui est du seul, c'est le deuxième point, je prends l'autre point qui est relié, c'est le troisième point, je prends le quatrième point qui est relié, c'est comme une liste. Ça aussi, c'est comme une liste. C'est pour ça qu'il y a un 2. Quand on peut, c'est difficile d'expliquer là rapidement, mais il y a des coefficients qui apparaissent. Ces 3-là, ils comptent pour 3, x3 à 2. Ça, c'est x3, en liste de 3, suivi d'un ensemble de 2. C'est toutes les séries qui s'appellent développement moléculaire. Ici, on met des poids. Ici, je définis en général c'est quoi le développement moléculaire. Et puis, ça s'étend au nombre complexe. Je vais juste finir avec ça. Il ne reste pas beaucoup de transparent. Ça fait à peu près 1 heure. J'avais dit que ça peut prendre 5-10 minutes de plus. Peut-être. Notion de polyomino. Un polyomino, c'est quoi? On peut dire que c'est un ensemble fini, plan, de connexes, de carrés distincts, de même grandeur, connectés le long de leur côté. C'est moi qui ai mis cette définition-là. C'est peut-être pas une bonne définition, mais quand même pas pire. Je pense que pas pire. Parce qu'il faut faire attention, c'est un plan. Vous pouvez bien dire que c'est un ensemble fini plan. Parce que si on colle les carrés pas dans un plan, ça ne marchera pas. Coller le long de leur côté, il faut que ce soit de la même grandeur, etc. Voici puis on dit que c'est un n omino, c'est un n carré. Voici un 35 omino. C'est des carrés collés le long de leur côté, carrés de même grosseur, un morceau connexe, c'est dans un plan. Et puis, ça se peut que ça se referme des fois. Il y en a qui ne l'acceptent pas quand ça se referme, une sorte de classe. Et puis justement, on peut parler de classe de polyomino, puis on va parler d'espèces après de polyomino, puis là, on va étudier les espèces de polyomino. Bon, on peut étudier les polyomino à translation près, c'est-à-dire qu'on considère égaux quand ils sont translatés l'un de l'autre. Translation et rotation près, etc. Je mets des symboles. Là. Les polyomino diagrammes de Ferrer, ça c'est des polyomino, c'est des lignes avec des étages par-dessus l'autre, qui s'en vont en rapetissant, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de classes de polyomino. Okay? Mais quand vous avez une classe de polyomino, vous pouvez faire une espèce avec. Vous mettez un grand X à côté, vous dites, c'est l'espèce associée à la classe de polyomino donnée. C'est quoi les structures? Les structures S sont des, il faut qu'ils soient sur des ensembles sous-jacents. Mais vous prenez un ensemble U, vous remplissez les cases du polyomino par les éléments de U, vous appelez ça une structure de l'espèce qui est simplement. Vous remplissez les cases par les éléments de l'ensemble. Mais il peut y avoir des symétries. Par exemple, si vous avez un n omino, ça fait apparaître l'espèce xn sur h, où h, c'est les automorphismes du n omino. C'est-à-dire, on va faire des exemples. Si vous le tournez, puis ça donne la même affaire, vous dites que c'est un automorphisme. Donc, vous prenez le sous-groupe du groupe. Les symétries totales, SN, mais juste celle qui laisse fixe le n omino rempli par les nombres de 1 à n. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 éléments. Ça donne avec moi pour faire une blague. Voici 2 exemples de structures d'espèces pi de x, où pi c'est la classe des polyomino
à translation, rotation et réflexion près. Voici deux structures appartenant à cette espèce-là sur l'ensemble qui est là. Vous remplissez les cases par les éléments de l'ensemble, tout simplement. Mais il y a des symétries. Voyez-vous, ça, je peux le tourner comme ça, c'est le même. C'est dans l'espace, là. Des affaires transparentes que vous prenez dans l'espace. Ça, c'est des voies. Tu sais, c'est pas grave si je tourne en dedans. Là. Ce qui compte, c'est que je sois en dedans de celle-là. Ça se fait en dedans, etc. Voyez-vous, les deux, ça ici, ça donne lieu à l'espèce X8 sur cette permutation-là. Parce que si vous faites cycliquement 1 change en 2, 2 en 3, 3 en 4, 4 en 1, puis simultanément en 5, en 6, 6 en 7, c'est la même chose que le tourner. Voyez-vous, si je change 1 en 2, je le tourne. Si je change 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4, le 6 va changer en 7 automatiquement. Donc, les symétries de ce polynôme-là sont codées par le couple de permutation simultanée, le couple de cycles. Encore, c'est ça le groupe des automorphismes. Donc, vous avez une espèce moléculaire qu'on appelle. Ici, pour celui-là, ce polyomino-là va apparaître l'espèce de tous les remplissages possibles. Et puis là, les symétries, c'est un peu plus compliqué. Il y a 3 générateurs. Parce que vous pouvez tourner comme ça, c'est le même objet. Vous pouvez tourner verticalement, c'est le même objet. Vous pouvez faire une rotation comme ça, 180, c'est le même objet quand il est vu dans l'espace. Okay? Et puis donc, là, je vais juste une perspective de recherche sur les espèces de polyomino, juste suggérer certaines choses. On peut prendre toutes sortes de classes de polyomino puis étudier toutes sortes de choses en rapport avec ça. On peut même leur donner des poids. Par exemple, le poids d'un polyomino, ça peut être une variable U exposant le périmètre. Ça peut être une variable V exposant projection verticale. Le polyomino, on l'aplatit, on regarde comment il y a de lignes en bas, etc. Donc, maintenant, le premier problème, ce sera de développer des algorithmes efficaces pour déterminer le centre de symétrie ou les axes de symétrie d'un polyomino quand on le donne à partir d'une description de l'ensemble de ces points, des coins inférieurs gauche des carrés. L'ordinateur reçoit l'ensemble des coins inférieurs gauche, développer un algorithme efficace qui dit je peux-tu le tourner, je peux-tu faire des symétries. Ça, c'est pas trop, c'est assez simple. C'est un sous-groupe du groupe diédral tout le temps, des 4. D'autres questions, ce serait calculer le développement moléculaire, partiel ou complet, d'espèces associées, diverses classes de polyomino. Et puis, parce que l'espèce a fait une grosse série de XNCRH. En particulier, c'est pour chaque classe, c'est quoi les polyomino qui correspondent à des espèces atomiques, c'est-à-dire qui ne se décomposent pas. Ça n'a pas l'air trop difficile, ça. Exprimer aussi, si possible, les espèces moléculaires associées à chaque classe de polyomino par des espèces moléculaires plus simples à l'aide d'opérations. Substituer un dans l'autre, etc. Il y a peut-être des choses à trouver. Calculer la dérivée d'espèces moléculaires parlant de polyomino. La dérivée, ça veut dire qu'il faut mettre un point de plus. Et puis, étudier les équations différentielles dans ce contexte-là, parce qu'avec les espèces, on peut étudier les équations différentielles. Puis aussi, calculer les autres séries génératrices, tilda, indicatrices, pour des espèces spécifiques de polyomino. En particulier, faire le lien avec les fonctions symétriques exprimées dans diverses bases. Alain Goupil, c'est ceux qui aiment ça. Ça fait ça. Puis, etc. J'ai fini. Et puis, merci. Ça, c'est le site de l'UQAM, département de maths. Ça, c'est des références. J'ai écrit des choses, c'est pas le nom, je ne me rappelais même plus, j'en avais écrit. J'en ai écrit. Et puis, je vous laisse ça. Okay. Ceux qui veulent travailler là-dessus. Merci, Gilbert. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions à poser. On a le temps pour quelques questions. Je ne les ai pas vus trop dormir. Mais je n'ai pas mis mes lunettes, je vous vois un peu flou. Je vais mettre mes lunettes. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, ben, on va terminer ici. Ah, il y a peut-être une question. Il y a peut-être une question, oui. Qu'est-ce qui a inspiré le lien entre, entre les structures, le parallèle que vous avez fait avec, vous vous rappelez, la formule que vous avez faite en présentant que c'était le nombre, le cardinal multiplié par les séries de monomes? Qu'est-ce qui a inspiré ça? Est-ce qu'il y avait une étude auparavant? OK. Il y avait Dominique Fouattard, ça c'est un mathématicien français,
Dominique Fouattard en informatique, qui avait écrit dans les années 65, je pense, autour de 65, qui avait fait une conférence à l'Université de Montréal. On avait eu son document. Et puis, André Joyal avait été influencé par ça. Et puis, celle avec les XN sur H, c'est le mathématicien taïwanais Ye, qui a été influencé par les travaux d'André Joyal. Puis là, nous, on a développé, nous autres, en parallèle, notre équipe au LACIM, toutes sortes de choses là-dessus. Dans certains cas, les opérateurs de dérivation étaient inspirés par les opérateurs de dérivation de série, c'est ça? Oui. Pour les opérateurs de dérivation, c'était inspiré par les séries, les produits, etc. T'sais. Oui. Quand vous avez parlé des séries génératrices, Ouais. Vous avez dit que c'était pas grave, en fond, si le rayon de convergence était 0 ou on multiplie des séries génératrices ensemble qui n'ont pas nécessairement le même rayon de convergence. Oui, puis on s'en fout. On ne regarde pas le rayon. On les multiplie comme si c'était des gros polynômes. T'sais, quand tu as un polynôme, disons, je ne mettrais pas de factoriel pour simplifier. Longtemps, je n'ai pas écrit le tableau. Il y a 3 petits points, c'est pas grave. Puis B, 0. Quand tu multiplies 2 séries, ben, là, le terme constant de la nouvelle série, c'est A0, B0. Ça, c'est pour avoir le terme en X, il y a A0, B1 qui donne du X, puis il y a A1, B0 qui donne du X aussi. Voyez-vous, même si dans l'infinité de termes, c'est tout un nombre fini de chaque coefficient. Pour avoir le X2, c'est A0, B2. Là, tu as le X2. Même si c'est l'infini, puis là, les 3 petits points, c'est pas grave. Et puis là, le AN, le résultat pour N, ça va être pour XN. Je ne suis pas habitué d'écrire avec ça. C'est quoi? Ben, on fait somme. K égale 0 à N. AK, B, N moins K. C'est A0, B2, A1, B1. C'est pour ça que je disais ça comme ça. On fait comme ça. Mais si vous mettez des factoriels, ça va compliquer les affaires, mais c'est pas grave. Si vous mettez des factoriels, ça va faire des coefficients du binôme qui vont apparaître, puis on va avoir une factorielle en dessous. Et puis, pour la substitution, c'est un peu plus subtil parce que, par exemple, vous voulez substituer une série. Moi, je vais substituer celle-là dans celle-là. Okay? Là, il faut que je remplace, le X de la première par toute l'autre au complet. Donc, le A1 il reste là, mais le X, il change par toute l'autre série. Ensuite, le A2, il reste là, mais le même X, il change en l'autre série au complet. Et puis là, ça commence à être compliqué. Il ne faut pas oublier de le mettre au carré, parce que le X est au carré, là, on remplace toute la série, etc. Là, on s'aperçoit que si vous voulez chercher le terme constant, qu'est-ce qui va arriver? Si je prends ça, le A0, il est là. A1, B0 aussi, il fait un terme constant. Et puis A2, B0 au carré fait un terme constant. Ça, c'est juste le terme constant du résultat. Le X, combien est-ce qu'il y en a? A1, B1, etc. Ici, le X. Ici, quand vous mettez au carré, il y a B0 carré qui n'a pas d'X. Il y a 2 B0, B1, X qui apparaît. Okay, donc, il faut mettre 2 A2, B0, B1. Ça commence à se compliquer. Ça, c'est juste les coefficients du X. Et puis, mais là, on s'aperçoit que si on met ça dans l'ordinateur, supposons que ça ne convergera pas normalement. Parce que, supposons que les A sur D1, les B sur D1 vont faire l'infini. C'est pour ça qu'on prend que B0 égale 0. Il faut prendre B0 égale 0. Si on prend B0 égale 0 dans la deuxième, puis qu'on substitue celle-là dans celle-là, il
faut mettre B0 égale 0. Il ne faut pas qu'il y ait de termes constants ici. S'il n'y a pas de termes constants, ça va donner un nombre fini à chaque étape. C'est pour ça que dans les définitions tout à l'heure, je ne vais pas entrer dans le détail, mais quand on veut substituer deux espèces, on veut faire f de g. Dans le g, il ne faut pas qu'il y ait de structure sur le vide. C'est ça. Il faut qu'il n'y ait pas de structure sur le vide. Son terme constant, il faut qu'il soit 0 si on veut que ça marche. C'est sûr que si on tient compte de la convergence, on peut le faire aussi. On peut l'accepter, B0 non, mais ça se peut que ça converge. Mais si on veut le faire en général, on demande que ça converge. On demande que ça converge, donc on demande que B0 égale 0. Pour la dérivée, mais là, je peux le faire vite, là. Mais pour la dérivée, par exemple, j'ai somme AN XN sur n factoriel, je vais faire la dérivée de ça. Je dis que ça va faire somme AN plus 1, toujours XN. Pourquoi ça fait ça? Ça fait juste shifter. Parce que, supposons que je fais le n, n'oubliez pas qu'il se promène, le n se promène à partir de 0. Et ici, la n va se promener encore à partir de 0. Parce que si vous faites un n, xn, sur n factoriel, je vais vous dériver ça. Je dérive juste les termes. Là, ça va faire n à n, xn moins 1 sur n factoriel. Les n simplifient. Ça fait an xn moins 1 sur n moins 1 factoriel. Mais le n, il se promène, lui, de 0 à l'infini. Le n qui est là, il est 1 de plus que le n qui est là. Il est 1 de plus. Il est 1 de plus, là. Tout marche bien. Donc, dériver une série avec des factoriels, c'est la même chose que shifter. Mais en informatique, un shift, c'est comme ça, je pense. Un shift, c'est le fun, les shifts. Et puis, donc, on peut faire du calcul différentiel en copiant cette formule-là, puis en définissant avec les espèces f', etc. Et puis, le point supplémentaire, le point rouge supplémentaire, je mettais, c'est à cause du 1 qui est là. C'est pas... On est rendu, en fait, des équations différentielles bien compliquées. Puis en résolvant l'équation, ça donne des structures qui explosent. Ça fait plein d'actions. C'est bien assez prenant. C'est bien de l'action. Bon, très bien. Merci. Merci.